Les Hauts de Hurlevent, partie 12. Chapitre 33. Le lendemain de ce lundi, comme Earnshaw n'était toujours pas en état de vaquer à ses travaux habituels et restait par conséquent aux abords de la maison, je me rendis bientôt compte qu'il me serait impossible de retenir ma pupille sous ma coupe ainsi que je l'avais fait jusqu'alors. Elle descendit avant moi et sortit dans le jardin, où elle avait aperçu son cousin occupé à quelque menue besogne. Quand j'allais les inviter à venir déjeuner, je constatai qu'elle l'avait persuadé de débarrasser des groseilliers un grand espace de jeu, et qu'ils étaient tous deux très absorbés par des projets d'importation de plantes de la grange. Je fus épouvanté de la dévastation qui avait été accomplie en une petite demi-heure. Les groseilliers noirs étaient pour Joseph comme la prunelle de ses yeux, et elle avait précisément fixé son choix sur leur emplacement pour une plate-bande de fleurs. « Eh bien, tout cela va être montré au maître, m'écriai-je, à la minute même où ce sera découvert. Et quelle excuse aurez-vous à donner pour avoir pris de telles libertés avec le jardin ? Cela nous vaudra une belle scène, vous verrez. Monsieur Hareton, je suis surprise que vous n'ayez pas été mieux avisé que d'avoir entrepris tout ce bel ouvrage sur sa simple demande. » « J'avais oublié que les cassis étaient à Joseph, » répondit Earnshaw assez penaud, « mais je lui dirai que c'est moi qui ai tout fait. » Nous prenions toujours nos repas avec M. Heathcliff. Je remplissais les fonctions de maîtresse de maison pour préparer le thé et pour découper. J'étais donc indispensable à table. Catherine était en général à côté de moi, mais ce jour-là, elle m'avait fui pour se rapprocher de Hareton. Je vis bientôt qu'elle ne mettrait pas plus de discrétion dans son amitié qu'elle n'en avait mis dans son hostilité. « Allons, faites attention à ne pas trop parler à votre cousin et à ne pas trop vous occuper de lui. » Telles furent les instructions que je lui soufflai à l'oreille quand nous entrâmes dans la pièce. Cela contrarierait certainement M. Heathcliff, et il serait furieux contre vous deux. « Je n'en ai pas l'intention, » répondit-elle. Une minute après, elle était à côté de lui et piquait des primes-verts dans son assiette de porridge. Il n'osait pas lui adresser la parole en cet endroit. À peine osait-il lever les yeux. Cependant, elle continuait de le taquiner, et 2 fois il fut sur le point de ne pouvoir retenir son rire. Je fronçai les sourcils, et elle jeta un regard sur le maître. Mais l'esprit de celui-ci était absorbé par d'autres sujets que la tenue de ses convives, comme on en pouvait juger à son attitude. Catherine devint un instant sérieuse et le considéra avec une profonde gravité. Ensuite, elle se tourna et recommença ses folies. Hareton finit par laisser échapper un rire étouffé. M. Heathcliff tressaillit. Ses yeux nous dévisagèrent rapidement. Catherine soutint son examen avec l'air habituel de nervosité et pourtant de défi qu'il détestait. « Il est heureux que vous soyez hors de mon atteinte, » s'écria-t-il. « Quel démon vous possède pour que vous me répondiez toujours par ce regard infernal ? Baissez les yeux et ne recommencez pas à me faire souvenir de votre existence. Je croyais vous avoir guéri du rire. »« C'était moi, » murmura Hareton. « Que dis-tu » demanda le maître. Hareton mit le nez dans son assiette et ne répéta pas son aveu. M. Heathcliff le regarda un instant, puis reprit silencieusement son déjeuner et sa rêverie interrompue. Nous avions presque fini, et les 2 jeunes gens s'éloignèrent prudemment l'un de l'autre, de sorte que je ne prévoyais pas de nouveaux troubles pour cette fois-là, quand Joseph parut à la porte. Sa lèvre tremblante et ses yeux furibonds révélaient qu'il avait découvert l'outrage commis sur ces précieux arbustes. Il devait avoir aperçu Cathy et son cousin sur le lieu du délit avant d'aller constater les dégâts, car, pendant que ses mâchoires s'agitaient comme celles d'un bœuf qui rumine, ce qui rendait son langage difficile à comprendre, il commença. « Je voulions avoir mes gages et m'en aller. J'aurions voulu mourir là où j'avions servi durant ces 100 ans. Je comptions transporter mes livres et toutes mes petites bricoles dans mon galetas, et je le y aurions laissé la cuisine pour eux tout seuls, pour qu'ils me baillent la paix. C'était dur de quitter mon coin du feu, mais je croyons que j'aurions pu faire ça. Mais v'là-t-il pas que me prend mon jardin. Et ça,
Sur ma conscience, maître, je pouvions point le tolérer. Vous pouvez vous plier au joug si ça vous chante. Moi, j'y somme point habitué, et un vieillard ne s'habitue point de nouveaux fardeaux. J'aimerions mieux gagner mon pain à casser des cailloux sur la route. Allons, allons, idiot, interrompit Heathcliff. Finissons-en. De quoi vous plaignez-vous? Je ne veux pas me mêler des disputes entre vous et Nelly. Elle peut vous jeter dans le trou à charbon, pour ce que je m'en soucie. C'est point Nelly. Je ne m'en irions point à cause de Nelly, si mauvaise propre à rien qu'il soit. Dieu merci, et ne serait capable de voler l'âme de personne, et n'a jamais été si belle que personne prenne garde à ses œillades. C'est cette peste de fille dépravée qu'a ensorcelé notre gars avec ses yeux effrontés et ses manières éhontées, au point que, non, ça me fend le cœur, il a oublié tout ce que j'avions fait pour lui, et fait de lui. Et v'là-t-il pas qu'il est allé arracher toute une rangée des plus beaux cassis du jardin? Là-dessus, il s'abandonna à ses lamentations, accablé par le sentiment des cruelles offenses qu'on lui avait faites, de l'ingratitude d'Earnshaw et du danger que ce dernier courait. Le drôle est-il ivre? Demanda M. Heathcliff. Hareton, est-ce à toi qu'il en a? J'ai enlevé 2 ou 3 groseilliers, répondit le jeune homme, mais je vais les remettre. Et pourquoi les as-tu enlevés? Catherine intervint à propos. Nous voulions planter quelques fleurs à leur place, s'écria-t-elle. Je suis la seule qui mérite un blâme, car c'est moi qui ai désiré qu'il le fît. Et qui diable vous a permis de toucher à une brindille ici? Demanda son beau-père, très surpris. Et qui t'a commandé de lui obéir? Ajouta-t-il en se tournant vers Hareton. Ce dernier restait muet. Sa cousine répliqua. Vous ne devriez pas me chicaner pour quelques mètres de terrain que je veux consacrer à l'ornementation quand vous m'avez pris toutes mes terres. Vos terres? Insolente vaurienne, vous n'en avez jamais eu. Et mon argent? Reprit-elle en lui renvoyant son regard furieux et mordillant une croûte de pain, reste de son déjeuner. Silence! Finissez, et allez-vous-en! Et les terres de Hareton? Et son argent? Poursuivit l'indomptable créature. Hareton et moi sommes amis maintenant. Je l'éclairerai sur votre compte. Le maître parut un moment décontenancé. Il pâlit et se leva, sans cesser de diriger sur elle un regard chargé d'une haine mortelle. Si vous me frappez, Hareton vous frappera, dit-elle. Vous ferez donc mieux de vous rasseoir. Si Hareton ne vous chasse pas de cette pièce, mes coups l'enverront en enfer, tonna Heathcliff. Damnée sorcière, auriez-vous l'audace de prétendre le révolter contre moi? Qu'elle disparaisse! Entends-tu? Jette-la dans la cuisine. Je la tuerai, Hélène Dean, si vous la laissez reparaître devant moi. Hareton essaya de la persuader tout bas de partir. « Mets-la dehors !» cria Heathcliff avec sauvagerie. « Vas-tu rester à bavarder ?» Et il s'approcha pour exécuter lui-même son ordre. « Il ne vous obéira plus, méchant, » dit Catherine. « Et bientôt il vous détestera autant que je vous déteste. »« Chut, chut !» murmura le jeune homme d'un ton de reproche. « Je ne veux pas vous entendre lui parler ainsi. Finissez. »« Mais vous ne le laisserez pas me battre ?»« Venez, alors, » lui dit-il avec fermeté. Il était trop tard. Heathcliff l'avait saisi. « Maintenant, va-t'en, toi, » dit-il à Earnshaw. « Maudite sorcière, cette fois-ci, elle m'a provoqué à un moment où je ne pouvais le supporter. Elle s'en repentira jusqu'à la fin de ses jours. » Il tenait ses cheveux dans sa main. Hareton essaya de les dégager, le suppliant de l'épargner pour cette fois. Les yeux noirs de Heathcliff étincelaient. Il semblait prêt à mettre Catherine en pièces, et j'allais me risquer à venir à son secours quand tout à coup ses doigts se relâchèrent. Il abandonna sa tête pour la prendre par le bras et la regarda fixement. Puis il lui mit la main sur les yeux, resta un moment immobile comme s'il cherchait à retrouver ses esprits et, se tournant de nouveau vers Catherine, dit avec un calme affecté. « Il faut que vous appreniez à éviter de me mettre en colère,
ou je finirai vraiment par vous tuer un jour. Allez avec Mrs. Dean et restez avec elle. Gardez pour elle vos insolences. Quant à Ayrton Earnshaw, si je le vois vous écouter, je l'enverrai chercher son pain là où il pourra le trouver. Votre amour fera de lui un proscrit et un mendiant. Nelly, emmenez-la, et laissez-moi tous. Laissez-moi. Je fis sortir ma jeune dame. Elle était trop heureuse de s'en être tirée à si bon compte pour résister. L'autre suivit, et M. Heathcliff resta seul dans la salle jusqu'au dîner. J'avais conseillé à Catherine de dîner en haut, mais dès qu'il s'aperçut que sa chaise restait vide, il m'envoya la chercher. Il ne nous adressa pas la parole, mangea fort peu, et sortit immédiatement après le repas en disant qu'il ne rentrerait pas avant le soir. En son absence, les deux nouveaux amis s'installèrent dans la salle. J'entendis Ayrton réprimander sérieusement sa cousine qui offrait de lui révéler la conduite de Heathcliff envers Hindley Earnshaw. Il dit qu'il ne souffrirait pas qu'on le dénigrât devant lui. Serait-il le diable, peu lui importait, il le soutiendrait, et il aimait mieux qu'elle l'insultât lui-même, comme elle avait accoutumé, que de la voir s'en prendre à M. Heathcliff. À ces déclarations, Catherine devint de mauvaise humeur, mais il trouva moyen de la faire taire en lui demandant ce qu'elle dirait si lui, Ayrton, parlait mal de son père à elle. Elle comprit alors qu'Earnshaw prenait vraiment à cœur la réputation du maître, qu'il lui était attaché par des liens trop forts pour que la raison pût les dénouer, des chaînes forgées par l'habitude, et qu'il serait cruel d'essayer de desserrer. Elle fit preuve d'un bon cœur en évitant désormais les plaintes et les manifestations d'antipathie à l'égard de Heathcliff. Elle m'avoua ses regrets d'avoir tenté de semer la discorde entre lui et Ayrton. Et vraiment, je ne crois pas que, depuis lors, elle ait jamais prononcé, en présence de ce dernier, une syllabe contre son oppresseur. Dès que ce petit désaccord fut aplani, ils redevinrent amis et consacrèrent la plus grande activité possible à leurs occupations d'élèves et de professeurs. Je vins m'installer près d'eux quand j'eus fini mon ouvrage, et j'éprouvai à leur vue une satisfaction si douce que je ne me rendis pas compte de la fuite du temps. Vous comprenez, tous deux étaient en quelque sorte mes enfants. J'avais été longtemps fière de l'une, et maintenant, j'en étais sûre, l'autre serait une source de semblable satisfaction. Sa nature honnête, ardente et intelligente triomphait vite de l'ignorance et de la dégradation dans lesquelles il avait été élevé, et les conseils sincères de Catherine aiguillonnaient son zèle. Son esprit, en s'éclairant, éclairait ses traits, leur donnait de la vivacité et de la noblesse. Je pouvais à peine croire que ce fût là le même individu que j'avais vu le jour où j'avais découvert ma jeune maîtresse à Hurlevent, après son expédition au rocher. Tandis que je les admirais et qu'ils travaillaient, la nuit approchait, et avec elle revint le maître. Il arriva sur nous tout à fait à l'improviste, en entrant par la porte du devant, et put, à loisir, nous contempler tous les trois, avant que nous eussions levé la tête et l'eussions aperçu. Bon, me dis-je, jamais spectacle ne fut plus plaisant ni plus inoffensif, et ce serait une vraie honte de gronder ces jeunes gens. La lueur rouge du feu éclairait leurs deux jolies têtes, et montrait leurs visages animés d'un ardent intérêt d'enfant, car, bien qu'il eût 23 ans, et elle 18, tous deux avaient tant de sensations à découvrir, tant de nouveautés à apprendre, qu'aucun ne manifestait ni n'éprouvait les sentiments de la maturité racise et désenchantée. Ils levèrent les yeux en même temps et aperçurent M. Heathcliff. Peut-être n'avez-vous jamais observé que leurs yeux sont exactement semblables. Ce sont ceux de Catherine Earnshaw. La Catherine actuelle n'a pas d'autre ressemblance avec elle, si ce n'est la largeur du front et une certaine courbure des narines qui lui donnent l'air plutôt hautain, qu'elle le veuille ou non. Chez Ayrton, la ressemblance est plus forte, elle est remarquable en tout temps, et à ce moment-là, elle était particulièrement frappante, parce que ses sens étaient en éveil et que ses facultés mentales avaient une activité inaccoutumée. Je suppose que cette ressemblance désarma M. Heathcliff.
Il s'avança vers le foyer, en proie à une agitation manifeste, mais qui s'apaisa rapidement quand il regarda le jeune homme, ou plutôt, devrais-je dire, qui changea de caractère, car elle subsistait. Il lui prit le livre des mains, jeta un coup d'œil sur la page où il était ouvert, puis le lui rendit sans observation. Il fit simplement signe à Catherine de s'en aller. Son compagnon ne fut pas long à la suivre, et j'allais en faire autant quand il me dit de rester assise. « C'est une triste conclusion, n'est-ce pas ?» observa-t-il après avoir médité un moment sur la scène dont il venait d'être témoin. « Une absurde terminaison de mes violents efforts. Je prends des leviers et des pioches pour démolir les deux maisons, je m'exerce à devenir capable d'un travail d'Hercule, et quand tout est prêt, à pied d'œuvre, je m'aperçois que la volonté de soulever une seule ardoise de chacun des toits s'est évanouie. Mes vieux ennemis ne m'ont pas battu. Le moment précis est venu de me venger sur leurs représentants. Je pourrais le faire, et nul ne pourrait m'en empêcher. Mais à quoi bon ? Je n'ai cure de frapper. Je suis hors d'état de prendre la peine de lever la main. On dirait que je n'ai travaillé pendant tout ce temps que pour finir par un beau trait de magnanimité. Ce n'est pas cela du tout. J'ai perdu la faculté de jouir de leur destruction, et je suis trop paresseux pour détruire sans motif. Nelly. Un étrange changement se prépare, dont l'ombre me couvre en ce moment. Je prends si peu d'intérêt à la vie journalière que c'est à peine si je pense à manger et à boire. Les deux êtres qui viennent de quitter cette chambre sont les seuls objets qui gardent pour moi une apparence matérielle distincte. Et cette apparence me cause une douleur qui va jusqu'à l'angoisse. D'elle, je ne veux pas parler, et je désire de n'y pas penser. Mais je souhaiterais sérieusement qu'elle fût invisible. Sa présence ne fait qu'éveiller en moi des sensations qui me rendent fou. Lui, il me trouble d'une façon différente. Et pourtant, si je pouvais le faire sans paraître insensé, je voudrais ne jamais le revoir. Vous penserez peut-être que j'ai une tendance marquée à devenir insensé, ajouta-t-il en faisant un effort pour sourire. Si j'essaie de vous décrire les 1000 formes d'anciens souvenirs et d'anciennes idées qu'il évoque et qu'il personnifie en soi, mais vous ne répéterez pas ce que je vous dis, et mon esprit est si éternellement renfermé en lui-même qu'il est tentant, à la fin, de le mettre à nu devant un autre. Il y a 5 minutes, Ayrton me semblait une incarnation de ma jeunesse et non un être humain. Mes sentiments pour lui étaient tellement mélangés qu'il m'eût été impossible de l'aborder d'une manière raisonnable. En premier lieu, la ressemblance frappante avec Catherine le rattachait à elle d'une façon effrayante. Pourtant, ce fait, que vous pourriez supposer exercer sur mon imagination l'influence la plus forte, n'exerce en réalité que la plus faible. Car qu'est-ce qui, pour moi, ne se rattache pas à elle ? Qu'est-ce qui ne me la rappelle pas ? Je ne peux pas jeter les yeux sur ce dallage sans y voir ses traits dessinés. Dans chaque nuage, dans chaque arbre remplissant l'air la nuit, visible par lueurs passagères dans chaque objet le jour, je suis entouré de son image. Les figures d'hommes et de femmes les plus banales, mon propre visage, se jouent de moi en me présentant sa ressemblance. Le monde entier est une terrible collection de témoignages qui me rappellent qu'elle a existé et que je l'ai perdue. Eh bien, Ayrton, tout à l'heure, était pour moi le fantôme de mon amour immortel, de mes furieux efforts pour maintenir mon droit, de ma dégradation, de mon orgueil, de mon bonheur, de mon angoisse. Mais c'est de la folie d'exprimer ces pensées devant vous. Cependant, cela vous fera comprendre pourquoi, malgré ma répugnance à rester toujours seule, sa société, loin de me faire du bien, aggrave plutôt le perpétuel tourment que j'endure. Et c'est cela qui, en partie, contribue à me rendre indifférent à ses rapports avec sa cousine. Je ne peux plus faire attention à eux. Mais qu'entendez-vous par un changement, monsieur Heathcliff ? demandai-je. J'étais alarmée de son attitude, bien que, selon moi, il n'eût jamais été en danger de perdre le sens ni de mourir.
Il était vraiment vigoureux et plein de santé. Quant à sa raison, depuis son enfance, il se complaisait à nourrir de sombres idées et à entretenir de bizarres imaginations. Il pouvait avoir la monomanie de sa défunte idole, mais sur tous les autres points, son esprit était aussi sain que le mien. « Je ne le saurai pas avant qu'il se produise, » répondit-il. « Je n'en ai conscience qu'à demi pour le moment. »« Vous ne vous sentez pas malade, n'est-ce pas ?»« Non, Nelly, nullement. »« Et vous n'avez pas peur de la mort ?»« Peur ? Non. Je n'ai ni crainte, ni pressentiment, ni espoir de la mort. Pourquoi éprouverais-je ces sentiments ? Avec ma robuste constitution et mon genre de vie sobre, mes occupations sans danger, je devrais demeurer, et il faudra probablement que je demeure sur cette terre jusqu'à ce qu'il me reste à peine un cheveu noir sur la tête. Et pourtant, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je suis obligé de concentrer mon attention pour respirer, de forcer presque mon cœur à battre. C'est comme si j'avais à faire ployer un ressort raidi. C'est par contrainte que j'exécute le moindre des actes qui ne sont pas déterminés par ma pensée unique, par contrainte que je prête attention à tout ce qui, vivant ou mort, n'est pas associé à l'idée qui m'obsède. Je n'ai qu'un désir, à quoi tendent tout mon être et toutes mes facultés. Ils y ont tendu si longtemps et avec tant de constance que je suis convaincu qu'il sera satisfait, et bientôt, parce qu'il a dévoré mon existence. Je suis englouti dans l'avant-goût de sa réalisation. Ma confession ne m'a pas soulagé, mais elle pourra expliquer des phrases de mon humeur qui, autrement, seraient inexplicables. Oh Dieu, c'est une longue lutte, et je voudrais qu'elle fût finie. Il se mit à arpenter la chambre en se murmurant à soi-même de terribles choses, au point que j'inclinais à croire, comme il disait, que croyait Joseph, que sa conscience avait fait de son cœur un enfer terrestre. Je me demandais avec anxiété comment cela finirait. Quoiqu'il eût rarement manifesté cet état d'esprit, même par la simple expression de sa physionomie, c'était son état ordinaire, j'en étais certaine. Il l'affirmait lui-même, mais personne n'eût pu le deviner à son aspect général. Vous ne l'avez pas deviné quand vous l'avez vu, monsieur Lockwood. Et, à l'époque dont je parle, il était exactement le même qu'alors, plus épris seulement de solitude perpétuelle, et peut-être encore plus laconique en société. Chapitre 34. Pendant les quelques jours qui suivirent, M. Heathcliff nous évita au repas, sans jamais cependant consentir explicitement à en exclure Hareton et Cathy. Il lui répugnait de céder à ses sentiments d'une manière si complète, et il préférait s'absenter. Manger une fois dans les 24 heures paraissait suffire à sa subsistance. Une nuit, après que tout le monde était allé se coucher, je l'entendis descendre et sortir par la porte du devant. Je ne l'entendis pas rentrer, et, le matin, je constatai qu'il était toujours absent. Nous étions alors en avril. Le temps était doux et chaud. L'herbe aussi verte que pouvaient la rendre les averses et le soleil, et les 2 pommiers nains, près du mur du sud, étaient en pleine floraison. Après le déjeuner, Catherine insista pour que j'apportasse une chaise et m'installasse avec mon ouvrage sous les sapins, à l'extrémité de la maison. Par ses cajoleries, elle décida Hareton, tout à fait remis de son accident, à lui bêcher et à lui arranger son petit jardin, que les plaintes de Joseph avaient fait transporter dans ce coin-là. Je jouissais avec délice des effluves embaumés du printemps et de l'admirable ciel bleu, quand ma jeune dame, qui avait couru près de la barrière chercher quelques pieds de prime-vert pour une bordure, revint les mains à moitié vides et nous annonça que M. Heathcliff arrivait. « Et il m'a parlé, » ajouta-t-elle d'un air perplexe. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Hareton. « Il m'a dit de me sauver aussi vite que je pourrais. Mais il avait un air si différent de celui qu'il a d'ordinaire que je me suis arrêtée un instant pour le regarder. »« Quel air ?» demanda Hareton. « Eh bien, presque gai, presque rayonnant. Non, presque rien du tout. Très excité, étrange et heureux. »« C'est donc que les excursions nocturnes l'amusent, remarquai-je en affectant l'indifférence. »
En réalité, j'étais aussi surprise qu'elle et désireuse de vérifier l'exactitude de ses dires, car la vue du maître avec l'air heureux n'était pas un spectacle de tous les jours. Je pris un prétexte pour entrer. Heathcliff se tenait sur le pas de la porte ouverte. Il était pâle et tremblait. Néanmoins, certainement ses yeux avaient un éclat singulier et joyeux qui transformait toute sa physionomie. « Voulez-vous déjeuner ?» dis-je. « Vous devez avoir faim après avoir couru toute la nuit. » J'aurais voulu découvrir où il avait été, mais je n'osais pas le lui demander directement. « Non, je n'ai pas faim, » répondit-il en détournant la tête et avec un certain dédain, comme s'il se fût douté que je cherchais à deviner le motif de sa bonne humeur. J'étais embarrassée. Je me demandais si ce n'était pas l'occasion de lui faire un peu de morale. « Je ne crois pas qu'il soit bon de se promener dehors, » observai-je, « au lieu d'être dans son lit. Ce n'est pas prudent, en tout cas, dans cette saison humide. Je parie que vous attraperez un bon rhume ou la fièvre. Vous avez certainement quelque chose. » « Rien que je ne puisse supporter, et même avec le plus grand plaisir, pourvu que vous me laissiez seul. Rentrez et ne m'ennuyez pas. » J'obéis. En passant, je remarquai que sa respiration était aussi précipitée que celle d'un chat. « Oui, me dis-je, il va être malade. Je me demande ce qu'il a bien pu faire. » À midi, il se mit à table pour dîner avec nous et accepta de ma main une assiette pleine, comme s'il voulait faire compensation à son jeûne antérieur. « Je n'ai ni rhume ni fièvre, Nelly, » remarqua-t-il, en allusion à mes paroles de la matinée, « et je suis prêt à faire honneur à la nourriture que vous m'offrez. » Il prit son couteau et sa fourchette, et il allait commencer de manger, quand tout à coup son appétit parut disparaître. Il reposa son couvert sur la table, regarda avec anxiété vers la fenêtre, se leva et sortit. Nous le vîmes marcher de long en large dans le jardin pendant que nous finissions notre repas, et Earnshaw dit qu'il allait lui demander pourquoi il ne dînait pas. Il pensait que nous avions fait quelque chose qui le contrariait. « Eh bien, vient-il » cria Catherine quand son cousin rentra. « Non, mais il n'est pas fâché. Il semblait même particulièrement satisfait. Seulement, je l'ai impatienté en lui adressant 2 fois la parole. Il a fini par me dire d'aller vous rejoindre. Il s'étonnait que je pusse rechercher la compagnie de quelqu'un d'autre. » Je mis son assiette à chauffer sur le garde-feu. Au bout d'1 heure ou 2, il rentra, quand la pièce fut libre, nullement calmé, le même air de joie, un air qui n'était pas naturel, sous ses sourcils noirs, le même teint exsangue. De temps en temps, une sorte de sourire laissait apparaître ses dents. Il frissonnait, non pas comme on frissonne de froid ou de faiblesse, mais comme vibre une corde très tendue, un fort tressaillement plutôt qu'un tremblement. « Je vais lui demander ce qu'il a, me dis-je, sinon qui le lui demanderait ?» Et je m'écriai. « Avez-vous appris quelque bonne nouvelle, monsieur Heathcliff ? Vous avez l'air plus animé qu'à l'ordinaire. » « D'où me viendraient de bonnes nouvelles ? C'est la faim qui m'anime, et vraisemblablement il ne faut pas que je mange. »« Voilà votre dîner. Pourquoi ne voulez-vous pas le prendre ? » ?»« Je n'en ai pas besoin pour le moment, » murmura-t-il vivement. « J'attendrai jusqu'au souper. Et puis, Nelly, une fois pour toutes, faites-moi le plaisir de dire à Hareton et à l'autre de ne pas se montrer devant moi. Je désire n'être troublé par personne. Je désire avoir cette pièce pour moi seul. »« Y a-t-il quelque nouvelle raison pour motiver cet exil ? » demandai-je. « Dites-moi pourquoi vous êtes si singulier, monsieur Heathcliff. Où avez-vous été la nuit dernière ? Ce n'est pas par simple curiosité que je vous fais cette question, mais... »« C'est certainement par simple curiosité que vous me faites cette question, » interrompit-il en riant. « Pourtant, j'y répondrai. La nuit dernière, j'ai été sur le seuil de l'enfer. Aujourd'hui, je suis en vue de mon ciel. J'ai les yeux fixés dessus. 3 pieds à peine m'en séparent. Et maintenant, je vous conseille de vous en aller. Vous ne verrez et n'entendrez rien qui puisse vous effrayer si vous vous abstenez des pieds. » Après avoir balayé le foyer et essuyé la table,
je me retirai, plus perplexe que jamais. Il ne quitta plus la maison cet après-midi-là, et personne ne vint troubler sa solitude. À 8 heures, toutefois, je jugeais bon, quoiqu'il ne m'eût pas appelé, de lui apporter une chandelle et son souper. Il était appuyé sur le rebord d'une fenêtre ouverte, mais ce n'était pas dehors qu'il regardait. Son visage était tourné vers l'intérieur obscur. Il n'y avait plus dans la cheminée que des cendres. La pièce était envahie par l'air humide et doux du soir. Le ciel était voilé, le calme si parfait qu'on pouvait discerner non seulement le murmure du ruisseau au bas de Gimmerton, mais son clapotis et son bouillonnement par-dessus les cailloux ou entre les grosses pierres qu'il ne peut recouvrir. Je poussai une exclamation de mécontentement à la vue de l'âtre sinistre et me mis à fermer les fenêtres l'une après l'autre, en arrivant à celle qui l'occupait. « Faut-il que je ferme celle-ci » demandai-je pour attirer son attention, car il ne bougeait pas. Comme je parlais, la lumière tomba sur sa figure. « Oh, monsieur Lockwood, je ne saurais vous dire le choc que je ressentis de cette vision passagère. Ces profonds yeux noirs, ce sourire, cette pâleur de spectre. Je crus voir, non pas monsieur Heathcliff, mais un fantôme. Dans ma terreur, je laissai pencher la chandelle vers le mur et me trouvai dans l'obscurité. « Oui, fermez-la, » répondit-il de sa voix habituelle. « Allons, voilà de la pure maladresse. Pourquoi teniez-vous la chandelle horizontalement ? Faites vite, et apportez-en une autre. » Je sortis en hâte, en proie à une terreur folle, et je dis à Joseph: « Le maître désire que vous lui apportiez une lumière et que vous ranimiez le feu. » Car je n'osais pas retourner dans la salle pour le moment. Joseph ramassa quelques tisons dans la pelle et partit. Mais il les rapporta presque aussitôt, ainsi que le plateau sur lequel était le souper, en expliquant que M. Heathcliff allait se coucher et qu'il n'avait besoin de rien jusqu'au matin. Nous l'entendîmes en effet monter au même instant. Il ne se dirigea pas vers sa chambre ordinaire, mais entra dans celle au lit à panneaux dont la fenêtre, comme j'ai déjà eu occasion de le dire, est assez large pour qu'on puisse passer à travers. L'idée me vint qu'il méditait une autre expédition nocturne dont il préférait que nous n'eussions point de soupçons. « Est-ce une goule ou un vampire ?» me demandai-je. J'avais lu des histoires sur ces hideux démons incarnés. Puis je fis réflexion que je l'avais soigné dans son enfance, que j'avais été témoin de son passage à l'adolescence, que je l'avais suivi pendant presque toute sa carrière, et que c'était une absurdité de céder à ce sentiment d'horreur. Mais d'où venait-il, ce petit être noir, recueilli par un brave homme pour sa ruine ? Murmura la superstition au moment que je perdais conscience de la réalité en m'assoupissant. Moitié rêvant, je m'efforçais de lui trouver une origine vraisemblable. Reprenant les méditations auxquelles je m'étais livré éveillé, je repassais son existence, sous tous ses aspects effrayants. Enfin, je me figurais sa mort et ses obsèques. Le seul souvenir qui m'en reste, c'est que j'étais fort ennuyée parce que c'était à moi qu'incombait la tâche de composer l'inscription pour son monument, et que je consultais là-dessus le fossoyeur. Comme il n'avait pas de nom de famille, et que nous ne savions pas son âge, nous étions obligés de nous contenter du simple mot « Heathcliff », ce qui s'est vérifié. Nous n'avons pu faire autrement. Si vous entrez dans le cimetière, vous ne lirez sur sa pierre tombale que ce mot et la date de sa mort. À l'aube, je retrouvai mon bon sens. Je me levai et descendis dans le jardin dès qu'il commença de faire clair pour voir s'il y avait des traces de pas sous sa fenêtre. Il n'y en avait pas. Il n'a pas bougé, pensai-je, et il sera dans son état normal aujourd'hui. Je préparai le déjeuner pour tout le monde, comme je faisais à l'ordinaire. Mais je dis à Ayrton et à Catherine de ne pas attendre que le maître descendît, car il resta couché tard. Ils préférèrent déjeuner dehors sous les arbres,
et j'installai une petite table pour eux. Quand je rentrai dans la maison, je trouvai M. Heathcliff en bas. Il causait avec Joseph de choses concernant la ferme. Il donna des instructions claires et minutieuses sur l'affaire en cause, mais il parlait vite, tournait continuellement la tête de côté et avait toujours le même air excité, avec plus d'exagération encore. Quand Joseph quitta la salle, il s'assit à sa place habituelle et je plaçai devant lui un bol de café. Il l'avança, puis appuya les bras sur la table, regarda le mur en face de lui et en examina une partie de haut en bas et de bas en haut avec des yeux brillants, sans cesse en mouvement et avec un intérêt si intense qu'il retenait parfois sa respiration pendant une demi-minute. « Allons !» m'écriai-je en poussant un morceau de pain contre sa main. « Mangez et buvez votre café pendant qu'il est chaud. Il y a près d'1 heure qu'il attend sur le feu. » Il ne m'entendit pas, et pourtant il sourit. J'aurais mieux aimé le voir grincer des dents que le voir sourire ainsi. « Monsieur Heathcliff, maître, criai-je, pour l'amour de Dieu, n'ouvrez pas ces grands yeux comme si vous aperceviez une vision surnaturelle. »« Pour l'amour de Dieu, ne criez pas si fort, répliqua-t-il. Regardez bien partout, et dites-moi si nous sommes seuls. »« Sans doute, nous sommes seuls. » Pourtant, je lui obéis involontairement, comme si je n'en étais pas bien sûr. D'un geste, il déblaya la table devant lui et se pencha pour regarder plus à l'aise. Je m'aperçus alors que ce n'était pas le mur qu'il regardait, car, en l'observant, je remarquai que ses yeux semblaient exactement dirigés vers une chose qui se serait trouvée à 2 mètres de lui. Quelle que fût cette chose, elle lui causait apparemment ensemble un plaisir et une douleur extrême. C'était du moins l'idée que suggérait l'expression angoissée et cependant ravie de son visage. L'objet imaginaire n'était pas fixe. Ses yeux le suivaient avec une activité infatigable et, même quand il me parlait, ne s'en détachaient jamais. J'eus beau lui rappeler son jeûne prolongé, s'il faisait un mouvement pour se rendre à mes instances, s'il étendait la main pour prendre un morceau de pain, ses doigts se refermaient avant de l'atteindre et retombaient sur la table, oublieux de l'objet qu'il voulait saisir. Je continuais, avec une patience exemplaire, à essayer de détourner son attention de la vision qui l'absorbait. À la fin, il s'irrita et se leva en demandant pourquoi je ne le laissais pas choisir son moment pour prendre ses repas. Il ajouta que, la prochaine fois, je n'aurais pas besoin d'attendre. Je n'aurais qu'à mettre sur la table ce qu'il fallait et à m'en aller. Après avoir prononcé ces paroles, il sortit, descendit lentement le sentier du jardin et disparut par la barrière. Les heures s'écoulèrent dans l'anxiété. Un autre soir revint. Je ne me retirai pour reposer que tard et, quand je m'y décidai, je ne pus dormir. Il rentra à minuit passé et, au lieu de se mettre au lit, s'enferma dans la salle du bas. J'écoutais, je m'agitais, puis finalement je m'habillai et je descendis. Il était trop pénible de rester couché, la cervelle torturée de 1000 craintes absurdes. Je distinguais le pas de M. Heathcliff, arpentant sans arrêt le dallage. Son silence était fréquemment interrompu par une profonde inspiration qui ressemblait à un gémissement. Il murmurait aussi des mots sans suite. Le seul que je pus saisir fut le nom de Catherine, joint à quelques termes passionnés d'amour ou de souffrance. Ces mots étaient prononcés comme s'il se fût adressé à une personne vivante, d'une voix basse et fervente, venant du fond de l'âme. Je n'eus pas le courage de pénétrer tout droit dans la salle, mais, comme je voulais le tirer de sa rêverie, je m'attaquai au feu de la cuisine, le remuai et me mis à gratter les escarbilles. Le bruit l'attira plus vite que je ne m'y attendais. Il ouvrit aussitôt la porte et dit « Nelly, venez ici. Est-ce déjà le matin ? Venez avec votre lumière. » « Voilà 4 heures qui sonnent, » répondis-je. « Il vous faut une chandelle pour monter. Vous auriez pu en allumer une à ce feu. »« Non, je n'ai pas l'intention de monter. Entrez, allumez-moi du feu ici, et faites tout ce qu'il y a à faire dans la pièce. »« Il faut d'abord que je fasse rougir les charbons,
avant que de pouvoir en apporter, répliquai-je en prenant une chaise et le soufflet. Pendant ce temps, il errait çà et là, dans un état voisin de l'égarement. Ses profonds soupirs se succédaient si rapidement qu'il ne laissait pas de place entre eux à la respiration ordinaire. « Quand le jour viendra, j'enverrai chercher Green, dit-il. Je voudrais éclaircir avec lui quelques questions juridiques, pendant que je suis en état d'accorder une pensée à ses affaires et d'agir avec calme. Je n'ai pas encore fait mon testament, et je n'arrive pas à prendre une décision sur la façon de disposer de mes biens. Je voudrais pouvoir les supprimer de la surface de la terre. »« Il ne faut pas parler ainsi, monsieur Heathcliff, interrompis-je. Attendez un peu pour votre testament. Vous aurez encore le temps de vous repentir de vos nombreuses injustices. Je n'aurais jamais pensé que vos nerfs pussent devenir malades. Ils le sont pourtant pour le moment, et sérieusement, et par votre faute seule. La façon dont vous avez passé ces 3 derniers jours aurait abattu un titan. Prenez quelque nourriture et quelque repos. Vous n'avez qu'à vous regarder dans une glace pour voir que vous en avez besoin. Vos joues sont creuses et vos yeux injectés de sang. Vous êtes comme une personne qui meurt de faim et qui perd la vue par manque de sommeil. »« Ce n'est pas ma faute si je ne puis ni manger ni me reposer. Je vous assure que ce n'est pas volontaire. Je le ferai dès que ce me sera possible. Mais vous pourriez aussi bien inviter un homme qui se débat dans l'eau à se reposer quand il est à longueur de bras de la rive. Il faut que je l'atteigne d'abord, et alors je me reposerai. Soit, ne parlons plus de M. Green. Quant à me repentir de mes injustices, je n'ai pas commis d'injustice, et je ne me repens de rien. Je suis trop heureux, et cependant je ne suis pas encore assez heureux. La béatitude de mon âme tue mon corps, mais ne se satisfait pas d'elle-même. »« Heureux, maître ? Étrange bonheur ! Si vous vouliez m'écouter sans vous fâcher, je pourrais vous donner un conseil qui vous rendrait plus heureux. »« Quel est-il ? Donnez-le. » »« Vous n'ignorez pas, monsieur Heathcliff, que depuis l'âge de 13 ans, vous avez mené une vie égoïste et peu chrétienne. Il est probable que, durant toute cette période, vous n'avez pour ainsi dire jamais tenu une Bible entre vos mains. Vous devez avoir oublié ce qu'il y a dans ce livre, et vous n'avez peut-être pas le temps de l'y rechercher. Quel inconvénient y aurait-il à envoyer quérir quelqu'un, un ministre d'une secte quelconque, peu importe laquelle, pour vous l'expliquer, vous montrer combien vous vous êtes écarté de ses préceptes et combien vous seriez indigne de son ciel si un changement ne se produit pas en vous avant votre mort. Je ne suis pas fâché, et vous suis plutôt obligé, Nelly, car vous me faites penser à la manière dont je désire être enterré. Je veux être porté au cimetière le soir. Hareton et vous pourrez, si vous voulez, m'accompagner. Faites tout particulièrement attention que le fossoyeur suive mes instructions au sujet des 2 cercueils. Il n'est besoin d'aucun ministre, ni d'aucune parole prononcée sur ma tombe. Je vous dis que j'ai presque atteint mon ciel. Celui des autres est pour moi sans valeur et sans attrait. Et à supposer que vous persévériez dans votre jeûne obstiné, que vous en mouriez, et qu'on refuse de vous enterrer sur le terrain de l'église, dis-je, choqué de son indifférence irreligieuse. Cela vous plairait-il ? On ne fera pas cela. En pareil cas, toutefois, il faudrait que vous me fissiez transporter secrètement. Si vous y manquiez, vous éprouveriez pratiquement que les morts ne sont pas anéantis. » Dès qu'il entendit remuer les autres habitants de la maison, il se retira dans sa tanière, et je respirai plus librement. Mais l'après-midi, pendant que Joseph et Hareton étaient à leur ouvrage, il reparut dans la cuisine, et, d'un air égaré, me pria de venir lui tenir compagnie dans la salle. Il avait besoin de quelqu'un avec lui. Je déclinai l'invitation, en lui disant franchement que ses propos et ses manières étranges m'effrayaient et que je n'avais ni le courage ni la volonté de rester seul avec lui. « Je crois que vous me prenez pour un démon, » dit-il avec son rire sinistre. « Un être trop horrible pour vivre sous un toit honnête. » Puis, se tournant vers Catherine, qui était là et qui s'était dissimulée derrière moi à son approche, il ajouta,
moitié raillant. « Et vous, voulez-vous venir, ma poulette ? Je ne vous ferai pas de mal. » « Non ? Pour vous, je suis devenu pire que le diable. Voyons, il y en aura bien une qui ne reculera pas à l'idée de me tenir compagnie. Pardieu ! Elle est impitoyable. Oh, damnation ! C'est plus que n'en peut supporter la nature humaine, même la mienne. » Il ne sollicita plus la société de personne. Au crépuscule, il regagna sa chambre. Pendant toute la nuit et une bonne partie de la matinée, nous l'entendîmes gémir et se parler à soi-même. Ayrton aurait voulu entrer, mais je lui dis d'aller quérir M. Kenneth, qui viendrait l'examiner. Quand Kenneth arriva, je demandai à l'introduire et j'essayai d'ouvrir la porte. Je la trouvai fermée à clé et Heathcliff nous envoya au diable. Il allait mieux et voulait qu'on le laissât seul. Le docteur se retira. La soirée qui suivit fut très humide. Il plut à verse jusqu'au point du jour. En faisant ma ronde matinale autour de la maison, j'observai que la fenêtre du maître était grande ouverte et que la pluie fouettait à l'intérieur. « Il n'est pas possible qu'il soit dans son lit, pensai-je. Il serait complètement trempé. Il faut qu'il soit levé ou sorti. Mais je ne vais plus faire de façon. Je vais aller voir hardiment. » Ayant réussi à entrer avec une autre clé, je courus aux panneaux pour les ouvrir, car la chambre était vide. Je me hâtai de les écarter et je regardai à l'intérieur. M. Heathcliff était là, étendu sur le dos. Ses yeux rencontrèrent les miens, si perçants et si farouches que je tressaillis. Puis il parut sourire. Je ne pouvais le croire mort. Mais son visage et sa gorge étaient balayés par la pluie. Les draps dégoûtaient et il était parfaitement immobile. La fenêtre, qui battait, lui avait écorché une main qui était appuyée sur le rebord. Le sang ne coulait pas de la plaie et, quand j'y portais les doigts, je n'en pus plus douter. Il était mort et roide. J'assujettis la fenêtre. J'écartai de son front ses longs cheveux noirs. J'essayais de lui fermer les yeux pour éteindre, s'il était possible, avant que personne d'autre pût le voir, ce regard d'exultation effrayant qui donnait l'impression de la vie. Ses yeux refusèrent de se fermer. Ils avaient l'air de ricaner à mes efforts. Ses lèvres béantes, ses dents aiguës et blanches ricanaient aussi. Prise d'un nouvel accès de lâcheté, j'appelai Joseph. Joseph monta en traînant la jambe et fit du vacarme, mais refusa d'intervenir. « Le diable a emporté son âme, » cria-t-il, « et il peut ben prendre sa carcasse par-dessus le marché, pour ce que je m'en soucions. Et a-t-il l'air mauvais à ricaner ainsi à la mort ?» Et le vieux prêcheur ricana par dérision. Je crus qu'il allait faire des gambades autour du lit, mais tout à coup il se calma, tomba à genoux, leva les mains et rendit grâce au ciel de ce que le maître légitime et la vieille lignée fussent réintégrés dans leurs droits. Je me sentais étourdi par ce terrible événement. Ma mémoire se reportait, malgré moi, vers les temps passés, avec une sorte de tristesse oppressive. Mais le pauvre Ayrton, celui qui avait été le plus maltraité, fut le seul qui souffrit réellement beaucoup. Toute la nuit, il resta assis à côté du cadavre, versant des larmes avec un chagrin sincère. Il pressait sa main, embrassait la figure sarcastique et sauvage dont tout le monde se détournait. Il le pleurait avec cette douleur profonde qui jaillit naturellement d'un cœur généreux, fût-il dur comme de l'acier trempé. M. Kenneth fut embarrassé pour se prononcer sur les troubles qui avaient causé la mort du maître. Je tins caché le fait qu'il n'avait rien avalé depuis 4 jours, de crainte d'amener des ennuis. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il n'avait pas jeûné volontairement. C'était la conséquence et non la cause de son étrange maladie. Au scandale de tout le voisinage, nous l'enterrâmes comme il l'avait désiré. Earnshaw, moi, le fossoyeur et 6 hommes pour porter le cercueil formèrent toute l'assistance. Les 6 hommes se retirèrent quand ils eurent déposé le cercueil dans la fosse.
nous restâmes pour le voir recouvrir. Ayrton, la figure baignée de larmes, arracha des mottes vertes et les plaça lui-même sur la terre brune. Maintenant la tombe est aussi unie et verdoyante que ses voisines, et j'espère que celui qui l'occupe dort aussi profondément que ses voisins. Mais les gens du pays, si vous les interrogez, vous jureront sur la Bible qu'il se promène. Il y en a qui prétendent l'avoir rencontré près de l'église, ou sur la lande, ou même dans cette maison. Compte à dormir debout, direz-vous, et moi aussi. Pourtant, le vieillard qui est là-bas, au coin du feu, dans la cuisine, affirme qu'il les a vus tous deux, regardant par la fenêtre de la chambre, à chaque nuit pluvieuse depuis la mort de Heathcliff. Et une chose curieuse m'est arrivée il y a environ 1 mois. J'allais un soir à la grange, il faisait sombre, l'orage menaçait, et juste au tournant des hauts, je rencontrai un petit pâtre qui poussait devant lui une brebis et 2 agneaux. Il pleurait à chaudes larmes. Je supposais que les agneaux étaient rebelles et ne voulaient pas se laisser conduire. « Qu'y a-t-il, mon petit homme ?» demandai-je. « Heathcliff et une femme sont là-bas, sous la pointe du rocher, » répondit-il en sanglotant, « et je n'ose pas passer à côté d'eux. » Je ne vis rien, mais ni lui ni son troupeau ne voulurent avancer, et je lui dis de prendre la route du bas. Il est probable que, pendant qu'il traversait la lande, il avait fait naître lui-même ses fantômes en pensant aux sottises qu'il avait entendues répéter par ses parents et par ses camarades. Quoi qu'il en soit, maintenant encore, je n'aime pas à être dehors quand il fait nuit, et je n'aime pas à rester seule dans cette triste maison. C'est une impression que je ne peux pas surmonter. Je serai heureuse quand ils partiront d'ici pour aller à la grange. « Ils vont donc aller à la grange ?» dis-je. « Oui, dès leur mariage, qui aura lieu au jour de l'an. »« Et qui habitera ici, alors ?»« Joseph prendra soin de la maison, et aura peut-être un garçon pour lui tenir compagnie. Ils vivront dans la cuisine, et le reste sera fermé. »« À l'usage des fantômes qui voudront l'occuper, » observai-je. « Non, monsieur Lockwood, » dit Nelly en secouant la tête. « Je crois que les morts reposent en paix, mais il n'est pas bien de parler d'eux avec légèreté. » À ce moment, la barrière du jardin tourna sur ses gonds. Les promeneurs revenaient. « Ils n'ont peur de rien, eux, » grommelai-je, en surveillant par la fenêtre leur arrivée. « Ensemble, ils braveraient Satan et ses légions. » Comme ils franchissaient le seuil et s'arrêtaient pour jeter un dernier regard sur la lune, ou plus exactement pour se regarder l'un l'autre à sa lueur, je me sentis une fois de plus irrésistiblement poussé à les fuir. Je glissai un souvenir dans la main de Mrs. Dean, et, sans prendre garde à ses remontrances sur ma brusquerie, je disparus par la cuisine au moment où ils ouvraient la porte de la salle. J'aurais ainsi confirmé Joseph dans sa croyance au fredaine de la brave femme, si par bonheur l'agréable tintement d'un souverain tombant à ses pieds ne lui eût fait reconnaître en moi un personnage respectable. Mon retour à Thrushcross Grange fut allongé par un détour que je fis dans la direction de l'église. Quand je fus sous ses murs, je m'aperçus que son délabrement avait fait des progrès sensibles en 7 mois. Plusieurs fenêtres n'étaient plus que des trous noirs, béants, dépourvus de vitrage. Çà et là, des ardoises faisaient saillie sur la ligne droite du toit, prêtes à être peu à peu emportées par les bourrasques de l'automne qui approchaient. Je cherchais, et découvris bientôt les 3 pierres tombales sur la pente près de la lande. Celle du milieu, grise et à moitié ensevelie sous la bruyère. Celle d'Edgar Linton, ornée seulement de l'herbe et de la mousse qui croissait à son pied. Celle de Heathcliff, encore nue. Je m'attardais autour de ces tombes, sous ce ciel si doux. Je regardais les papillons de nuit qui voltigeaient au milieu de la bruyère et des campanules. J'écoutais la brise légère qui agitait l'herbe. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer que ceux qui dormaient dans cette terre tranquille eussent un sommeil troublé. Fin.